Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant Vampire la Mascarade Chapters. Alors pour faire simple, je pense que toutes les prochaines vidéos, je ne dirai que Chapters ou Vampire. Ce sera quand même plus simple. Alors le but, là, c'est comme avec Dungeon Saga, comme avec Frostpunk, c'est que je prenne le temps de découvrir avec vous les règles, ce que va nous apporter le jeu. Je ne me suis absolument pas, j'allais dire spoilé, non, c'est plutôt intéressé depuis que j'ai validé le pledge, donc ça fait plus d'1 an et demi maintenant. J'ai pas du tout revu de vidéo, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, si beaucoup de youtubeurs qui couvrent les jeux de société ont reçu leur exemplaire, si déjà ils l'avaient pledgé. J'ai l'impression que c'est un jeu vraiment particulier dans le sens où il n'y a pas une grosse hype autour de celui-là. Je me trompe peut-être. Alors, ce qu'on fait, eh bien, on va peut-être d'abord commencer par le matériel. Il y a beaucoup de choses, hein. Vraiment beaucoup de choses. Ça me fait penser aux demeures de l'épouvante. Pourquoi? Notamment avec, ça, très bon exemple. Vous voyez les cartes, les petites cartes là, effets. D'ailleurs, à ce sujet, mauvaise pioche concernant les cartes. Les sleeves, il n'y a pas de sleeves qui sont spécifiques à ce format-là. C'est chiant. C'est vraiment chiant. C'est un petit format. Et c'est pas évident. Ce que j'ai en mini, les cartes ne rentrent pas. Et les formats moyens, malheureusement, il y a un bord d'un bon demi-centimètre. Hein. Alors en largeur c'est bien, mais en hauteur ça colle pas. Ça me fait penser à des cartes peut-être de Frostpunk justement qui cadraient pas. Ah non, c'était le format tarot qui était plus grand qu'un format tarot dans Frostpunk. Donc là, c'est l'effet inverse, le fait qu'elle soit trop réduite. Alors trop réduite, c'est bien. Sur la table, ça va prendre beaucoup moins de place qu'un format classique. Mais moi qui aime bien sleever, là pour le coup, je crois que je vais m'en passer. Toujours est-il que, rien que pour les petites cartes effets, ça prend deux rangées, pas deux rangées, ça prend deux supports de présentoirs de cartes de visite. Les bons vieux présentoirs, toujours aussi efficaces. Donc ça en prend quand même deux. Et pourquoi ça me fait penser aux demeures de l'épouvante? Parce que dans demeures de l'épouvante, on a aussi, pour les sorts, les états et autres, on a beaucoup de petites cartes. Et même chose, je les ai mis sur présentoir de cartes de visite dans l'ordre alphabétique, et là c'est ce que je voulais faire, sauf que dans tous les effets là, on a des effets à 4 cartes. Si par exemple, je sais plus moi, là-dedans là, voilà par exemple, fragile, 4 exemplaires. La majorité des cartes sont en 4 exemplaires pour un seul effet, mais on a aussi des effets de 2 cartes, voire des effets de 1 carte. Donc rapidement, je me suis aperçu que le classement alphabétique allait pas être viable. Donc j'ai opté, puisque Flyos a eu la bonne idée de raisonner avec des numéros, voilà, 0,1 par effet, et je les ai triés, je les ai compartimentés par tranche de 5. C'est-à-dire que 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, etc. etc. Je pense qu'en manipulation, ce sera quand même beaucoup plus aisé. Même chose avec les cartes de combat. On a des cartes de combat en vert, là, tout en haut à gauche, c'est pour les alliés. En haut à droite, c'est pour les boss. On a des catégories de cartes de combat pour les vampires, les humains, animaux, autorités, ghouls. Et puis, je suppose que les cartes de combat rouges, c'est celles qui vont nous appartenir en tant que héros. Puisqu'on a serpentis, furtivité, athlétisme sur différents niveaux. Du niveau 1 au niveau 5 de mémoire.
Donc pour les cartes, vous voyez qu'il a fallu quand même retrouver les bons vieux réflexes pour pouvoir les ranger. Sinon, en ce qui concerne les pions, alors il y en a une tripotée. J'ai ressorti ce que j'avais acheté chez DVG, pardon. Donc ils font des petites solutions comme ça de rangement. Sinon, c'est les bonnes vieilles boîtes plastiques, multicasiers, enfin qu'on connaît, hein. Mais là, pour le coup, ça m'a l'air pas tout mal. Et puis, ça, c'est, je vous le représente, ce qui sert à mettre dans les tiroirs de bureau, pour mettre les stylos, les trombones et autres. C'est pas déconnant. Je pense que ça va être utile. Le reste, on a les tuiles, on a nos carnets, ce qui concerne les héros. Les dés, de côté, j'ai mis les figurines. Je pense pas que ça va servir. Qu'elles vont servir dans la découverte des règles. Le sablier, il est pas loin. La piste de Trucmuche, je ne sais pas encore à quoi elle sert, on verra. Et ben écoutez, on va y aller, hein. Donc, page après page, on découvre ce qu'ils nous ont préparé. Alors, je rappelle quand même que il y a 56 pages. Ah oui, alors je compte pas la page des crédits. Oh la vache! Vous allez avoir, oh là là, un reflet de ses morts blanc. Ah mince. Ok, on se laisse pas démonter, on ne se laisse pas abattre. On va... Alors, si je le mets sur ma gauche, c'est grandement atténué, dirait-on. Ouais, bon, ça va être crado. De toute façon, le gros de ce qui va nous intéresser, ça va être ici, hein. Sur ma droite. Donc, je vais faire en sorte de... Bah, peut-être de vous enlever carrément ce gros reflet ignoble. Sauf que si on démarre avec les pages noires, puisque dans Chapters, le monde est sombre, noir, on commence avec celle-ci. Avant-propos. Qu'est-ce que le monde des ténèbres? Le monde des ténèbres ressemble à notre monde, mais dans l'ombre se cachent d'anciennes et monstrueuses conspirations. Des créatures immortelles, venues de la nuit des temps, manipulent le monde et leur influence se fait sentir partout. Les mortels sont les victimes ignorantes et les pions de vastes organisations secrètes dirigées par des êtres surnaturels, les vampires. Entre autres créatures, sont la proie de luttes entre des factions internes. À l'insu des humains, ces grandes querelles peuvent parfois durer des siècles. Voilà pour la petite mise en ambiance, mise en jambe. Ça me rappelle, bien sûr, Vampire la Mascarade, le jeu de rôle, avec les clans. Il y avait tous les clans que l'on va retrouver dans le jeu de plateau, là. Alors justement, qu'est-ce que Vampire la Mascarade? C'est un jeu de rôle sur table, publié pour la première fois en 1991 par White Wolf Publishing. Il a été le premier de plusieurs jeux appartenant au système narratif pour l'univers du monde des ténèbres, Vampire la Mascarade. Se déroule dans une version du monde moderne où les joueurs incarnent le rôle de vampires. Les vampires se désignent souvent comme les descendants. Dans ce monde, les descendants doivent faire face à des combats nocturnes quotidiens, dont les chasseurs de vampires et autres menaces de ce type, mais ce n'est pas tout. Les vampires du monde des ténèbres doivent également combattre la bête qui est en eux. La bête est un besoin primitif de violence et de contrôle. Chaque nuit, les vampires doivent assouvir ce besoin, de peur de ne devenir que de simples animaux. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette faim, cette soif de sang, je ne sais plus comment c'était nommé, et on doit combattre la bête. J'espère que tout ça c'est bien rendu dans les scénarios qu'ils ont créés. La seule façon de garder la bête calme et docile est de la nourrir de sang. Elle ne fait pas de distinction quant à la provenance du sang. Il peut s'agir d'animaux, d'humains
et même d'autres vampires. Dans la société des vampires, boire du sang animal est considéré comme un faux pas social, à ne faire que dans les circonstances les plus graves. Vider un vampire de son sang, ce que l'on appelle la diablerie, est interdit, par crainte que les descendants ne deviennent cannibales et ne transforment leur non-vie en une interminable querelle sanguinaire. Les vampires du monde des ténèbres ne vieillissent pas et ne peuvent pas être détruits par des moyens ordinaires. Seule la décapitation, le feu ou la lumière du soleil peuvent entraîner leur mort définitive, tandis qu'un pieu en bois planté dans le cœur ne fait que les paralyser jusqu'à ce qu'ils soient retirés. Néanmoins, les vampires peuvent, en cas de famine ou de traumatisme physique important, tomber en torpeur, un état près de la mort, dans lequel ils peuvent passer des semaines, voire des années, avant de pouvoir se relever. Les vampires se multiplient en faisant d'un mortel un mort-vivant par ce qui est appelé l'étreinte. Pour s'assurer qu'ils ne se transforment pas en prédateurs sauvages, les descendants ont développé une société inspirée du système féodal d'autrefois. À la tête de cette société appelée la Camarilla se trouve le prince, un titre non genré accordé au seul vampire capable de contrôler tous les vampires d'une ville. Le prince est secondé dans ses fonctions par le primogénat, un conseil composé de certains des descendants les plus influents de la ville. Bien que le prince gouverne par la peur, par des faveurs ou par la violence, il est rare qu'il se salisse les mains. Non, pour cela il y a le shérif. Ce rôle spécial est souvent confié à un proche allié du prince dont la loyauté ne fait aucun doute. Lorsque le prince a besoin de s'adresser à sa cour, il convoque un Élysium, un rassemblement spécial de vampires dans un lieu choisi à l'avance, également appelé Élysium. L'Élysium est dirigé par le héros, qui contrôle l'aspect social de ces rassemblements. Le héros se tient au courant des allées et venues des vampires, de l'ascension et du déclin des leurs, et s'attire les faveurs de ceux qu'ils ont choisis pour l'Élysium. Le héros est également connu sous le nom de Harpie, en raison de sa nature de traître, caché derrière les sourires et les salutations bienveillantes. N'utilisez jamais en sa présence ce terme. Bien, alors ça, c'est qu'est-ce que Vampire la Mascarade. Donc là, on a eu un bon résumé de la construction du jeu de rôle. Je retrouve effectivement tout ça bien. C'est sorti ils ont dit en 91. J'avais 31 ans, figurez-vous. 31 ans, j'aurais pas cru, je croyais que c'était bien avant. Comme quoi les yeux d'enfant ne voient pas le monde de la même façon. Alors, on enchaîne avec la page sur tradition. Les vampires sont généralement organisés en sectes qui partagent des intérêts communs. La Camarilla est l'une des plus anciennes et des plus grandes sectes, un véritable pilier de la société vampirique qui a perduré jusqu'à ce jour. Les traditions forment le fondement juridique de la société de la Camarilla, même si, de nos nuits, le prince remplit le rôle de l'ancien décrit dans les traditions. La culture de la Camarilla est principalement issue de ces traditions. La présentation est décrite dans la tradition de l'hospitalité, la chasse au sang dans la tradition de la destruction et le partage des terres dans la tradition du domaine. D'accord, donc les vampires sont organisés en sectes avec des intérêts communs. Ok. Donc la Camarilla, c'est la plus grande secte et la plus ancienne. Après, ils nous décrivent 6 traditions. La première, c'est la mascarade.
Tu ne révéleras point ta vraie nature à ceux qui ne sont pas du sang. Si tu enfreins cette tradition, tu renonces à tes droits du sang. On ne doit jamais se dévoiler. Ok. Deuxième tradition. Le domaine. Les affaires de ton domaine ne regardent que toi. Tout autre te doit le respect dans ton domaine. Sur ton domaine, personne ne saurait mettre en doute ta parole. Ça doit être bien pratique, ça, pour baratiner. Troisième tradition. Tiens, quand je fais ça, c'est pas... Ah si, c'est centré. Troisième tradition. La progéniture. Tu n'engendreras qu'avec la permission de ton ancien. Si tu crées un enfant sans l'approbation de ton ancien, ta progéniture et toi seraient mis à mort. Voilà, déjà, rien qu'avec les trois premières traditions, ça fait de potentiels scénarios directs. Ne pas révéler sa vraie nature, la gestion de son propre domaine et ne pas engendrer de descendants. Quatrième tradition, la responsabilité. Ceux que tu crées sont semblables à tes enfants. Jusqu'à ce que ta progéniture soit affranchie, tu la commanderas en toutes choses, ses péchés seront les tiens. D'accord, donc si on a un de nos gamins, on va dire, qui fait une connerie, on en est responsable aussi. Cinquième tradition, l'hospitalité. Honore le domaine d'autrui. Lorsque tu arrives dans une cité étrangère, présente-toi à celui qui y règne. Sans son acceptation, tu n'es rien. Alors c'est une hospitalité toute relative, hein. Et enfin, la sixième tradition, c'est la destruction. Il t'est interdit de détruire un autre de ton espèce. Le droit de destruction appartient à ton ancien. Seuls les aînés parmi les tiens seront en droit de décréter la chasse au sang. Encore du scénario potentiel, ça. Hein. Donc on n'est pas censé de nous-mêmes tuer un autre vampire. Ce qui peut être un petit peu compliqué en cas de gros conflits. Ok. Clan et discipline. Aux origines de leur histoire, les descendants étaient peu nombreux. Oui, forcément. Ces tout premiers vampires appelés antédiluviens sont réputés entre les fondateurs des clans originels. Un clan est une sorte de lignée étendue des descendants. Bien que les membres d'un clan ne partagent pas nécessairement les mêmes loyautés ou les mêmes valeurs, chaque vampire peut faire remonter sa lignée à l'un des 13 ancêtres. 13 ancêtres, donc 13 clans. De plus, chaque clan possède un ensemble spécial de capacités surnaturelles transmises de génération en génération par le sang. Ces pouvoirs sont appelés disciplines. Discipline, là je fais un petit break. On a tout un panel de cartes discipline. Ah oui, c'est vrai. Le symbole que l'on voit en bas là, c'est lié au clan, en fait. Donc dans la boîte de base, 8. Il y avait 4 extensions de personnages, donc ça fait 12. Et là, ils ont parlé de 13 ancêtres. Ok. Donc chaque clan est très spécifique, en fait, dans sa façon d'être joué. Bien qu'il soit théoriquement possible pour un vampire d'apprendre des disciplines de n'importe quel clan, les vampires ont généralement plus de facilité à développer des pouvoirs hérités de leur propre lignée. Ça, en termes de règles, ça permet de rester sur un droit chemin et c'est plus facile à gérer. Parfait. Ah bah tiens, alors maintenant, qu'est-ce que Vampire la Mascarade Chapters? Donc, ce à quoi nous allons jouer. Vampire la Mascarade Chapters est un jeu de plateau coopératif narratif du monde des ténèbres.
Il s'agit d'une aventure palpitante dans laquelle des combats tactiques, des dialogues à embranchement et des mécaniques d'investigation auront un impact sur votre parcours en tant que joueur. Alors là, on a du dialogue à embranchement, mécanique d'investigation et du combat. Ça me plaît parce que rebelote de nouveau les demeures de l'épouvante. Alors dans les autres jeux comme ça, coop, on est plus sur un petit peu d'interaction éventuellement, donc dialogue, et puis du combat. Il n'y a pas beaucoup de jeux dans cette veine-là qui proposent en plus de l'investigation. Donc en espérant que ce soit bien, bien représenté ça. Donc ce jeu de rôle est un pont entre un jeu de plateau narratif et un jeu de rôle sur table. Le résultat est ce que nous appelons une expérience de campagne jeu de rôle en boîte. L'intrigue se déroule à Montréal, près de 10 ans après les événements de la Seconde Inquisition et la chute du sabbat. Le sabbat est une secte de vampires qui rejette les traditions de la Camarilla et ses notions de lutte contre la bête. Ils croient en l'acceptation de leur nature vampirique et au rejet de l'humanité qu'ils ont quittée afin de devenir de véritables monstres. D'accord, eh bien le voilà notre 13e clan qui m'interpellait tout à l'heure, c'est le sabbat. Donc, potentiellement les grands méchants du jeu. Après 3 siècles de domination totale sur Montréal et la majeure partie du Canada, le sabbat est tombé. Les agents de First Light, un groupe décentralisé d'agences gouvernementales, d'organisations religieuses et d'autres groupes humains tels que des justiciers et des chasseurs de vampires autoproclamés, instigateurs de la Seconde Inquisition. Ils ont mené une purge totale des vampires connus de Montréal avec l'aide des opérations secrètes américaines. Cet événement est appelé la Nuit des Cendres dans le monde des vampires. Ah bah oui, la Nuit des Cendres, on a dû se faire cramer à tour de bras, comme au bon vieux temps. La Nuit des Cendres a été un coup terrible pour le sabbat et Montréal, une capitale importante pour celui-ci, l'attaque ayant anéanti presque tous les vampires de la ville d'un seul coup. De nos nuits, Montréal a été en grande partie reprise par la Camarilla, une secte de vampires néo-féodale bien organisée qui obéit aux principes et aux traditions de la mascarade. Page 4. Oui, les traditions juste avant. La Camarilla est principalement représentée par les clans suivants. Ventru, Toréador, Malkavien, Nosferatu, Banu Hakim et Tréméré. Ça fait 6. Montréal abrite également de petits groupes de vampires anars. Les anars sont une secte vampirique, désorganisée, rebelle, libre et dangereuse. Ils s'opposent à la Camarilla même s'ils honorent toujours le principe de la mascarade. Bien qu'elle ne soit actuellement pas en guerre, des tensions s'élèvent régulièrement entre les deux sectes. Les vampires anars peuvent appartenir à n'importe quel clan, mais les plus courants sont les gangrels, les sacerdoces et les brujahs. Ventru, Toréador, Malkavien, Nosferatu, Banu Hakim et Tréméré, avec l'inclusion récente des Lasombra de façon ponctuelle. C'est quand même, à Montréal, en tout cas, un sacré bordel chez les vampires. Ah la vache! Ok, mais c'est assez riche en termes de ce que ça apporte comme background, c'est quand même vachement bien. Se tenant à part du reste se trouvent les Ekata, un clan qui n'a de loyauté que pour lui-même, et le mystérieux conseil Asiani, n'appartenant officiellement à aucune secte,
Ils risquent tout de même de s'allier avec quiconque pourrait faire avancer leur objectif aussi longtemps qu'il leur plaît. Donc on a les Anars qui sont indépendants, on a le Conseil Asiani qui aussi est indépendant. Bah, le prince, il a du boulot. Hein. Et donc, dans Chapters, chaque joueur incarnera l'un des 8 personnages originaux du jeu afin d'explorer les secrets enfouis de Montréal. Tous les personnages jouables sont des nouveau-nés. Nous tous là, nous sommes des nouveau-nés, de jeunes vampires âgés de moins d'un siècle, des bébés, qui cherchent encore leur place dans la ville nouvellement restructurée. Votre histoire étant sur le point de commencer, vous pouvez choisir en tant que joueur comment votre personnage agit, parle et évolue. Vos décisions auront un impact à la fois sur votre expérience et sur l'histoire. Ça m'interpelle sur la rejouabilité. On va choisir en tant que joueur comment on agit, on parle et on évolue. Bon, on verra. On verra bien. En fonction de ce qu'ils ont prévu, s'il y a une notion rejouable. Sachant que c'est de 1 à 4 joueurs, donc imaginons un groupe de 4 joueurs, il y a 8 persos disponibles. Faire une campagne avec 4 persos, recommencer avec 4 autres, pourquoi pas. Déjà, par rapport à ce qui est prévu en termes de durée de vie dans le jeu de base, sans même compter les petites extensions, mais c'est différent parce que je m'aperçois que les extensions, c'est pas une campagne en soi, c'est juste, on a vu au déballage 2 carnets de chapitres. C'est ça ce que ça rajoute. Et c'est jouable en solo. Donc c'est juste en fait pour rajouter des personnages supplémentaires. Ok, ok. Nous sommes à la page 5. Tout va bien. Le démarrage me plaît beaucoup par rapport à ce que j'attendais de Vampire. Tout bêtement. Ça me fait penser que j'attends aussi beaucoup du futur The Dark Quarter. Hein. Je vous rappelle que c'est aussi un jeu qui va se passer avec des mythes vampiriques. Mais revenons à nos moutons. Je vais boire parce que vous voyez 3 pages là. Ça va être compliqué. Santé. Donc ça, c'était notre petite introduction. Au passage, tiens, tant qu'on est dans la découverte, en termes de lecture même, c'est pas lourd du tout. C'est plutôt digeste. En petite coquille, il y a... Alors, au niveau faute, je vous dirai pas, mais il y a juste des mots, quand ils sont coupés, c'est pas coupé au bon endroit. C'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Non, c'est pas mal. C'est vraiment plutôt bien même. Je vais pas minimiser, il n'y a pas de raison. Alors attention, reflet. Table des matières. Est-ce que ça sert à quelque chose que je vous montre ça? Non, pas nécessairement. Hein. Alors vite fait pour voir ce à quoi il faut s'attendre. Qu'y a-t-il dans la boîte? Présentation générale. Choisissez votre personnage. La mise en place. Le déroulement du jeu. Dialogue en détail. Ça devrait me plaire ça. L'investigation en détail. Ok. Le combat en détail. Le mode furtif. Ah ouais. Je me rappelais pas du tout qu'il y avait un mode furtif. Le glossaire, les remerciements et les notes. Comment ça, les notes? Ah non, c'est ce que j'ai vu hier. C'est ah oui, c'est ça. C'est une page libre de notes. La limite à faire photocopier. Qui écrit des notes à la fin de son bouquin? Qui fait ça? Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte? Alors, oui, parce qu'au déballage avant-hier, j'ai seulement survolé. Livre de règles, on l'a. Le livre d'histoire contient tous les chapitres. Livre d'histoire, il est là. Ah oui, alors c'est vrai que le livre d'histoire n'a rien à voir avec les petits carnets qu'ils appellent les chapitres.
Prologue, chapitre, tac tac tac. Les prologues qui suivent sont des chapitres courts destinés à être joués en solo. Ah oui, c'est vrai, c'est pour les personnages. Ils servent à la fois d'introduction à l'histoire de Chapters et de tutoriel pour apprendre le jeu. Ils sont plus courts que les chapitres normaux et durent environ 10 minutes chacun. Mais c'est que dalle. Les points d'expérience gagnés pendant les prologues sont gagnés non seulement par le personnage du prologue, mais aussi par tous les personnages joueurs. Ah, d'accord, donc quand on démarre sa campagne à 4, par exemple, chaque joueur va avoir, allez, ils disent 10 minutes, mais ça va être 20 minutes le temps de réaliser. Chaque joueur va avoir une vingtaine de minutes pour jouer son prologue, et après, ça démarre la campagne. Et tout le monde va gagner de l'expérience par le biais de ces prologues. Ok. Bon, ça, je ne veux pas regarder tout de suite, on y reviendra. Donc, les bouquins, d'accord. 67 livrets de chapitres. Alors, c'est ça, les livrets de chapitres. Je vous rappelle qu'il y en a des plus ou moins gros. Et effectivement, dans la boîte, ils sont tous mis comme ça, les uns à la suite des autres. Et ça en représente un sacré paquet. Un livret de chasse, alors c'est pareil, c'est un petit livret comme ça qu'ils appellent un livret de chasse, on verra ce que ça fait. 5 enveloppes scellées, ça c'est un côté legacy auquel je ne m'attendais absolument pas. On a 8 figurines de personnages, donc ça reprend les personnages de base, enfin les futurs héros. 150 cartes combat, 134 cartes discipline, donc les cartes discipline c'est ça, les cartes combat c'est celles que je vous ai montrées entre les boss, puis les différents styles de combat possibles. 40 cacheurs marqueurs. Ah oui, alors ça j'étais pas fan de leur tout petit truc là, c'est ceux-là. Les cacheurs marqueurs, c'est un drôle de terme, ça doit aller là-dedans, forcément il y a les emplacements. 8 plateaux personnages, des feuilles de personnages qui sont là. 84 cartes profil de PNJ. Alors elles sont très stylées. Je les ai juste séparées comme ça, histoire que ça tienne dans le présentoir. Mais si on prend Monsieur Prêtre, là c'est un archevêque. Avec derrière, eh bien, ses compétences, initiative, attaque, résistance, ses pouvoirs spéciaux. Et il y en a un paquet, donc je suppose que c'est lié à chaque histoire. Ça me rappelle tous les jeux de ce type-là auxquels on a pu jouer, où c'est généralement bien construit. Ensuite, 74 cartes combat. Boss plus PNJ, c'est celle que je vous ai montré aussi, ouais. 12 cartes profil allié. C'est celle-ci. Pourquoi allié? Des profils alliés. Alors, ça me rappelle, quand j'ai fait le déballage, à un moment, j'ai pas lu ça, quelque chose sur les alliés, comme quoi on pouvait jouer tout seul, mais que c'était préférable d'avoir un allié, où j'ai lu ça il y a un petit moment dans une vidéo. On verra. 9 cartes combat alliés, d'accord. Les objets, où est-ce qu'ils sont les objets? Ils sont là, donc il y en a un bon petit paquet d'objets aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cartes humanité qui sont là. Alors, en les rangeant, j'ai vu qu'il y avait des cartes fond rouge et des cartes fond vert. Donc, on doit avoir une échelle d'humanité qui va varier. Attention, danger. 203 cartes effets. Bah oui, alors, vous voyez, il y a 203 cartes comme ça, donc autant les laisser numérotées plutôt que par ordre alphabétique. 150 jetons alliés et PNJ. Ah, oui. C'est pareil, quand j'ai fait le dépunchage et que je me suis dit, bon alors comment on va ranger? Est-ce qu'ils sont? Ils sont tout là-bas. J'ai fait 6 sacs. Parce qu'ils disent bien qu'on en a 150 standees là. Ils ont eu la bonne idée de les numéroter. Lui par exemple c'est numéro 4.
Et je les ai rangés donc dans 6 sachets différents. Et j'en ai mis 25 par sachet. Donc à voir au niveau manipulation. Est-ce que au début d'un scénario, on nous dit bah, préparez tel numéro, tel numéro. Après, au pire, c'est facile à aller chercher. Nous verrons. Et puis je vous rappelle que il existe aussi les boîtes de figurines. Alors, ou bien les figurines exclusives, ou bien les figurines de personnages non joueurs. Si vous voulez, vous passez des standees. Et d'ailleurs, merci à toi qui avait laissé un commentaire suite au déballage pour dire que tu l'avais commandé sur le site de Funforge. Donc vous pouvez aller sur le site de Funforge si vous êtes intéressé par le jeu. On continue la revue du matériel. Là, j'en étais aux 150 standees alliés PNJ avec les socs en plastique. Ils sont là, ok. Et on continue dans la boîte. Il y a pas mal de matos. Hein. Alors, je sais bien que beaucoup de matériel ne veut pas dire un jeu absolument faramineux. Ça n'a rien à voir. On a des jetons faveurs mineures. Ça, ce sont des faveurs mineures. Alors, il y en a 20. Beaucoup plus que les faveurs majeures. Donc, je suppose que si on les cumule, ça va permettre de les dépenser. On verra. 30 jetons effets. Ah oui, il y a les cartes effets et il y a les jetons effets. Tout cela là. Alors, ils sont sympas. Visuellement, je pense qu'on va réussir rapidement à se les mettre en tête. Ça, par exemple, c'est entravé. C'est tout couillon. Hein. Les deux mains liées. On a des jetons initiative numérotés de X à 5. J'avais pas une piste initiative. Ah bah si, elle est là. Un marqueur d'initiative. Dac. Des jetons terrain. Ah, c'est des jetons terrain, ça. On a du feu. Ah, je les ai peut-être pas bien regroupés, alors. Ça, c'est des jetons terrain. Ok. Ça aussi. Ah, bah si, c'est bon. Ça, j'ai pas trouvé ce que c'était. On verra. Ils en parleront à un moment ou un autre. Les succès d'investigation. Ah, ce ne sont pas nos indices, ça, des demeures, mais ce sont les succès. Et puis on termine enfin par des invocations. Ah ouais, alors j'ai vu qu'on pouvait faire des invocations. Effectivement, c'était marqué sur certaines cartes. Ça veut dire qu'on va pouvoir invoquer des nuées de rats. On va pouvoir invoquer visiblement des ghouls bien dégueux. Des trucs pas cool à affronter. Et alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a de la tentacule. Hein. On n'y échappe pas hein, aux tentacules. Hein. C'est fou, ça. Ah, les petits bisouilles, là. Ce sont des trackers. Qui vont se glisser certainement sur des cartes ou quelque chose comme ça. Ouais, on doit pouvoir les... On verra. On verra, on verra. Les dés. 15 dés rouge, noir. Ok, les cubes sont là. Et enfin, les tuiles. Je suis très curieux de voir la gestion du terrain, la gestion du plateau. Est-ce qu'à chaque fois, il n'y aura qu'une tuile ou est-ce qu'on va s'étendre? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ensuite, on arrive à la présentation générale. Présentation générale, donc en fait, ça nous résume en général. Alors, Chapters est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez une coterie, donc un groupe de vampires. Le jeu réfère à la coterie par défaut. Si vous jouez seul avec un personnage en expérience solo, vous pouvez également avoir des alliés. Voir alliés, page 28. Bien que vous ne soyez pas obligé d'être accompagné d'un allié, le jeu se référera à vous en tant que coterie en tout temps.
D'accord, donc la coterie, c'est le regroupement des héros, alliés compris. Remarque, il est possible de jouer en solo sans être accompagné d'un allié. Cependant, cela rendra le jeu plus difficile. Ouh. Après, on a la répartition de tout le matériel. La campagne. Oh, faut que je fasse gaffe au temps. Par contre, ça fait 40 minutes. J'avais dit au déballage, il faudra certainement s'attendre à 3 sessions. En même temps, là, je suis pas spécialement pressé, donc on va continuer, on va enchaîner tranquillement. Donc la campagne est divisée en plusieurs chapitres. Chaque chapitre a ses propres objectifs. Pour terminer un chapitre, la coterie doit atteindre l'objectif indiqué sur la page narrative. Dans le livre d'histoire. Sur la page narrative dans le livre d'histoire. Si je prends par exemple chapitre objectif, occupez-vous du groupe du sabbat dans le parc. Voilà. Ici on a notre objectif. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs objectifs? A priori non. Systématiquement c'est un seul. Très bien. Très bien, très bien. Donc on est bien d'accord, hein, c'est une vidéo, enfin ça va être une série de vidéos découvertes, donc je fais des allers-retours entre tout ce dont on entend parler. Donc l'objectif, ok. Lorsque vous y êtes invité, lisez la conclusion au dos de la page narrative, d'accord. Ça me fait penser à Gloomhaven. Hein, on a l'introduction, la fin d'histoire, la conclusion. Vous ne pouvez passer au chapitre suivant que si votre coterie a atteint l'objectif indiqué pour le chapitre ou si une autre fin vous a été proposée. Lorsqu'un chapitre est raté, vous devez perdre tout ce que vous avez gagné durant le chapitre, puis recommencer jusqu'à ce que la coterie parvienne à atteindre l'objectif. Alors, ça, je suis jamais fan de ça, mais c'est très compliqué dans un jeu de plateau de faire des sections qui impliquent un échec pour une bonne narration. C'est ce qui a, à mon avis, le plus dur à faire. Et là où je suis pas fan, c'est être obligé de recommencer un chapitre complet. C'est pas top. On verra. On verra bien. Les choix et les conséquences de vos actions se répercuteront tout au long de l'histoire et auront un impact sur le déroulement de votre aventure. C'est là où c'est compliqué de passer outre le fait de recommencer quand on a échoué une fois. Vous rencontrerez également de nombreux personnages non-joueurs tout au long du jeu. Chacun d'entre eux aura sa propre histoire et ses propres motivations. Certains vous attaqueront, tandis que d'autres vous parleront ou deviendront même vos alliés. Les joueurs peuvent choisir les tactiques à utiliser. Comme il s'agit d'un jeu de plateau coopératif, nous encourageons les joueurs à discuter et à prendre une décision commune quant aux actions à entreprendre. Et c'est là où, comme je le disais au déballage, je m'y vois pas jouer en solo à celui-là, mais à animer, ça doit être quelque chose de top, parce que les décisions de groupe par rapport à ce que fait peser le monde du vampirisme à Montréal, là, ça doit être d'enfer. Vraiment d'enfer. Alors j'aurai l'occasion de le faire tester à une nièce et à son copain, pour voir comment ça fonctionne, comment ça réagit. Ça va être super sympa. Donc, le livre d'histoire contient les éléments suivants. Une carte des chasses, 8 prologues pour les chapitres principaux. Donc c'est les tout premiers tutos. 41 chapitres principaux. Ah ouais, donc c'est une campagne sur 41 chapitres hein, quand même. 8 chapitres facultatifs. Rejouabilité éventuelle. L'inventaire d'Alex Simard. 3 interludes. 8 prologues pour les packs d'extension.
Donc les packs d'extension, eh bien ce sont les boîtes, oui c'est ça, La Sombra, Ekata, The Ministry, et puis le dernier c'est Banu Hakim. Donc tout est dans le livre d'histoire, ok. Ensuite, les prologues pour le jeu en solo. Tous les prologues sont destinés à être joués en solo et sont considérés comme facultatifs mais fortement recommandés. Leur usage: une introduction au monde des ténèbres, une introduction à l'origine de votre personnage et sa place dans l'intrigue principale, une façon d'apprendre certaines mécaniques du jeu, tutoriel. Ça c'est super bien foutu. Mais là où je m'interroge, c'est qu'on a des... Par exemple, pour Aren, Gabe et Thomas, ils sont tout petits. Pareil pour Luciana. Il n'y a pas de C, donc c'est plutôt Luciana. Et Samuel, Harold, Nico et Jade, on est sur quelque chose d'un peu plus gros. Bah, d'ailleurs, c'est même Jade qui remporte la palme du prologue Tréméré le plus épais. Bon, à voir. Donc en fait, les prologues, l'avantage c'est que ça a l'air bien construit et que ça va être très progressif pour apprendre. Donc on a les prologues, ensuite on a les chapitres. Tous les chapitres sont liés à une histoire globale et peuvent être modifiés par les choix que vous faites au cours du jeu. Les chapitres se déroulent dans l'ordre présenté dans le livre d'histoire. Chaque chapitre dure environ 30 minutes par joueur. Donc à 4, on est à 2 heures, plus le temps supplémentaire quand on joue en multi. Là, j'espérais ne pas avoir des parties qui dépassent 3 heures, mais on va vite y arriver. Hein. Ouais, en gros, il faut compter entre 2 et 3 heures, tout bêtement. Mise en place, le fait de ranger le jeu, etc. On sera sur les 3 heures. On a des... Ah, il faut vraiment que je vous enlève le reflet, là. Les chapitres facultatifs. Les chapitres facultatifs peuvent être joués à tout moment entre les chapitres principaux, dès qu'ils deviennent disponibles au cours de l'histoire principale. Ils doivent être joués en solo ou en groupe. Ceux qui doivent être joués en solo auront une indication sur la page du livre d'histoire, y compris s'il doit être joué par un personnage précis. Ceux qui n'ont pas cette indication peuvent être joués avec une coterie complète. Les chapitres facultatifs offrent les avantages suivants: des cartes objets additionnelles, des cartes combat additionnelles, des intrigues supplémentaires et une meilleure compréhension de l'intrigue principale. D'accord. Par contre, c'est bizarre que certains ne doivent être joués qu'en solo. Ça veut dire que si on reprend leur principe de timing, une demi-heure pour un joueur, enfin par chapitre plutôt, le joueur va le jouer solo et les autres ne font rien, ils regardent. Bon, ok. Les chapitres de pack d'extension pour jeu en solo sont des compléments qui peuvent être obtenus séparément du jeu principal. Ces chapitres comprennent les éléments suivants: objets, combat, discipline, nouveaux PNJ et nouveaux personnages, avec leurs figurines et les cartes alliées. Ces personnages appartiennent au clan Banu Hakim, Ekata, La Sombra et Sacerdos. Ok. Mettre en place un chapitre. Ouvrez le livre d'histoire à la page correspondante au chapitre dans lequel vous vous trouvez. Lisez l'introduction, puis la section de mise en place. Placez tous les éléments indiqués sur votre table de jeu, tuiles, jetons, PNJ sur socle, etc. Enfin, utilisez le livret de chapitre correspondant. Ah oui, on a le livre d'histoire et puis les livrets de chapitres, bien sûr. Exemple, si vous vous apprêtez à jouer au chapitre 17, prenez le livret du chapitre 17. Merci pour cette petite précision. Alors après, on a
un paragraphe sur le nombre de joueurs et les modificateurs de difficulté. Le nombre maximum de joueurs est 4, ce qui inclut les personnages joueurs et les alliés de coterie, mais pas les alliés temporaires. Donc nombre maximal 4, incluant les alliés. Ça veut dire qu'on peut jouer à 2 joueurs avec chacun un allié. Ok. En fonction du nombre de joueurs et d'alliés présents au début d'un chapitre, le marqueur de dégâts, le niveau d'attaque, l'initiative des personnages non joueurs et l'initiative des alliés varieront. Les joueurs peuvent également personnaliser leur expérience et choisir des modificateurs de difficulté optionnels pour les chapitres contenant des séquences de combat. Ils doivent être annoncés avant le début d'un chapitre. Vous ne pouvez pas mélanger les modificateurs faciles et difficiles entre eux. Oui, d'accord. C'est-à-dire que ou bien on décide de jouer uniquement en facile, ou bien uniquement en difficile, mais on ne peut pas faire un mix des deux. Quoi qu'on fait au final un petit peu ce qu'on veut. Alors, là où ça m'a interpellé sur une chose. Il parle de chapitres contenant des séquences de combat. Ça me fait penser à Solomon Kane, où un coup, on avait une façon de jouer où on ne lançait que les dés, puis il fallait remplir une piste avec la lumière pour éclairer le chapitre et réussir. Et il y avait aussi la seconde façon, c'était vraiment sur le plateau avec les tuiles. Là, ça a l'air d'être un petit peu pareil, hein. On pourrait avoir des chapitres avec du combat, donc peut-être plus sur plateau, et des chapitres plus narratifs. Donc, dans les modificateurs faciles, on peut être pacifiste. Tous les personnages joueurs ont -1 en résistance. Mal préparé, tous les personnages non joueurs ont -1 d'attaque. Faible, tous les PNJ ont un marqueur de dégâts correspondant à 1 et 2 joueurs. Il est possible de sélectionner plusieurs modificateurs faciles, ce qui simplifie les mécaniques de combat. Alors là, quand on échoue, parce que forcément à un moment ou à un autre, on va échouer un chapitre en cours d'histoire, donc on est obligé de le rejouer. Ben, c'est peut-être là où c'est intéressant de passer en mode facile, de façon à rouler sur le chapitre, quitte à le recommencer, pour que ça prenne moins de temps, puis surtout que ce soit moins lassant. Alors par contre, après, en modificateur difficile, bruyant, tous les personnages non joueurs ont +1 d'initiative au début d'un combat. Préparé, tous les PNJ ont un marqueur de dégâts correspondant à 4 joueurs. Ce modificateur est seulement disponible si moins de 4 joueurs sont présents dans le chapitre. Ok. Fort, tous les PNJ ont +1 en attaque. Costaud, tous les PNJ ont +1 en résistance. Agile, tous les PNJ ont +1 en déplacement. Et comme avec les modificateurs faciles, on peut faire un mixage de tous les modificateurs difficiles. Voici le niveau de récompense correspondant au nombre de modificateurs difficiles sélectionnés. La coterie reçoit cette récompense lorsqu'elle a terminé avec succès un chapitre dans lequel il y avait au moins une séquence de combat. D'accord, donc si je joue un chapitre avec une séquence de combat, que j'ai choisi 2 modificateurs difficiles, ça me donne 2 faveurs. Ah, mais les faveurs, c'était pas ça, là? Si. Ouais, c'est ça. Les faveurs mineures ou les faveurs majeures. Ok. Donc l'intérêt de jouer avec des modificateurs difficiles, c'est que c'est un très bon levier pour obtenir des faveurs. Mais il va falloir en chier, quoi. J'espère en tout cas que leurs chapitres scénarios ont été testés. Ça me renvoie à Nova Etas. Non, c'était pas Nova Etas, pardon, c'était Ciné Tempore. Où certains scénarios, j'ai grandement eu l'impression que c'était pas vraiment bien testé, hein.
Choisissez votre personnage. Ça fait 54 minutes. Comment c'est découpé ça? Choisissez votre personnage. On l'a ici. Je vais juste regarder le nombre de pages. Ah ouais, après on a la présentation de chacun. Ok, ok, ok. Et les clans additionnels. Les clans additionnels, ah bah c'est les 4 boîtes. Et après on a le détail des persos eux-mêmes. Qu'est-ce que je fais? Finaliser votre personnage. Ah ouais, il y a quand même... et après on attaque la mise en place d'un chapitre. Donc rien que le choix et l'explication sur les persos, ça va prendre un petit peu de temps. Moi j'ai envie de continuer. De toute façon, c'est pas grave, hein. Je mettrai un découpage de séquences et puis voilà. Je vais boire un petit coup par contre, parce que là c'est cool. On va commencer à voir un petit peu puis à se mettre là. Donc ressentez. Personnage. Chaque personnage vampire commence son aventure avec une feuille. G. On a notre feuille, par exemple, Samuel Armstrong. Ça me fait penser aux feuilles de Gloomhaven. On a pas mal de détails, hein. Oups. Donc il a caractéristiques physiques, sociales, mentales. Il a des coches dans ses compétences. Il a des disciplines, on peut gagner des points d'expérience. Et en bas, on a coût en XP par point d'attribut. Ah, en bas, c'est pour pouvoir faire nos montées de niveau. Très bien. Très bien, très bien. Je les mets ici. Ah, c'est toujours blanc. Je les mets de côté. Certains vampires peuvent être initialement conçus pour le combat, tandis que d'autres excelleront dans le dialogue ou l'investigation. Il est important de se rappeler que rien n'est définitif et que votre personnage continuera à évoluer au fil de la campagne. En tant que joueur, vous déciderez de l'évolution de votre perso tout au long de la campagne grâce à vos points d'expérience durement mérités. Terminer un chapitre ou réussir une action particulière, terminer un chapitre ou réussir une action particulière récompensera un personnage avec de l'XP qui sera utilisé pour augmenter les attributs, compétences ou disciplines de ce dernier. Lorsque vous choisissez un personnage, il sera à vous pour toute la campagne. Cependant, vous pourrez choisir un autre perso à certains moments précis de la campagne. Lorsque vous jouez, placez votre feuille de personnage du côté droit du plateau de votre personnage. Ok. Il l'indique là. Donc en fait, on démarre. Ah, je l'avais laissé au-dessus, c'était ma petite préférée. Jadeline Duplessis. On commence avec Jadeline Duplessis. On a ses feuilles de perso. Alors je crois qu'on en a 4 par personnage. Ce qui doit être large. On serait comme ça. Ah bah ouais, c'est ballot, hein. C'est ballot, je sais pas comment mettre. Tac, tac, tac. Non, il n'y a vraiment aucun endroit où on n'a pas le reflet. Donc on va laisser comme ça. Jade, je te laisse de côté. Remarque. Afin de choisir le personnage qui vous convient le mieux, surtout si c'est la première fois que vous jouez à la campagne, nous vous recommandons vivement de jouer le prologue de chaque personnage. Ce faisant, vous découvrirez des mécaniques de jeu distinctes, l'histoire des personnages, mais aussi l'introduction principale de l'histoire. Les prologues commencent à la page 27 dans le livre d'histoire. Comment ça commence à la page 27? C'est vachement loin la page 27. Ben, c'était quoi au début alors? Prologue. Et page 27, on a quoi? 25. Oh là, il y a du texte. Ouh là là. Chapitre. Ouais, non, je pense qu'ils se sont plantés. Alors, je vous rappelle que, parce que Sombre présage au parc, c'est chapitre 1.
vous rappelle qu'il y a quelques erreurs, hein, 4 pages d'errata, je les ai pas encore imprimées, je les ai pas encore regardées, on verra ce que ça raconte. Mais bref, ce qu'il faut retenir par rapport au personnage, c'est que, bien sûr, il faut jouer dans l'ordre de préférence la découverte des uns des autres. Les clans principaux, bien que tous les vampires soient des créatures uniques avec leur propre personnalité et leur propre histoire, la plupart des vampires appartiennent à des clans qui partagent un héritage et un patrimoine commun, ainsi qu'un ensemble de disciplines spéciales. Chaque personnage a également ses propres défauts, ce qui guidera vos décisions tout au long de la campagne. D'accord. Ouh là là. Après, attention, on commence avec donc le clan Bruja. Et c'est Thomas Chartrand. Alors, les figurines, qu'est-ce qu'elles sont là? C'est qui Thomas Chartrand? C'est le gros type à casquette. C'est lui là. Je vous le remontre. Ah, j'aurais peut-être dû les sous-coucher avant de... Oups! Reste là, Thomas. Ouais, j'aurais peut-être dû les sous-coucher avant de faire ça. Bon, elle n'est pas crado, hein. On voit qu'il est mastoc. Il tient son pieu dans la main gauche. Tiens, ouais, il est gaucher. C'est bien, mon garçon. Par contre, il n'y a pas les noms. C'est pas grave, de toute façon, on sait qui est qui. Alors, on va faire connaissance avec Monsieur Thomas, qui est là. Il a les crocs, hein. On voit bien que ça rigole pas. Derrière, on a un descriptif. Alors, il appartient au clan Burja. Et est-ce que le descriptif que l'on a là, c'est la même? Adolescent, Thomas Chartrand avait tendance. Oui, c'est la même chose. À part que dans le bouquin de règles, il nous donne ses disciplines et ses défauts. Son défaut. Ok, bah je vais me servir de ça peut-être alors. Adolescent. Thomas Chartrand avait tendance à avoir des ennuis avec la justice. Que ce soit pour avoir provoqué des bagarres ou mené des manifestations, il semble qu'il s'écoulait rarement une semaine sans que Thomas passe au moins une nuit en cellule pour une transgression ou une autre. En vieillissant et selon certains en s'assagissant, il avait ensuite trouvé sa vocation de leader au sein de la classe ouvrière. Ses compétences en matière de médiation, des conflits entre les syndicats et la direction et ses opinions pragmatiques l'avait même conduit à obtenir un siège au centre syndical des affaires. Alors qu'il rencontrait des co-conspirateurs du groupe séparatiste militant FLQ, Thomas a été attiré hors d'un bar au cours d'une nuit plutôt agitée et étreinte. Pour protéger sa nouvelle progéniture, son sire l'a emmené loin de la ville de Montréal où régnait alors le sabbat, afin qu'il puisse accepter sa nouvelle vie et sa nouvelle position dans le système de pouvoir très différent des descendants. En tant que descendant, il est maintenant anard et méprise toute forme d'abus, notamment ceux de la Camarilla et ceux qu'il a vus chez les Ventrus. Ces années de négociation lui ont été utiles à son retour à Montréal, où il agit maintenant comme porte-parole du mouvement Anard auprès de la Camarilla, dont les Brujas sont les fondateurs. Donc, mon gars Thomas aurait tendance à être plutôt comment dans l'empathie, dans la négociation. Et là, ils nous disent qu'il est puissant. Alors, il a puissance, célérité et présence. Puissance, célérité et présence. Par contre, son défaut, rage. La soif plafonne à 4. La soif plafonne à 4. Si c'est un défaut, là, je vois que a priori, on a tous la même échelle. Hein. La soif, c'est jusqu'à 5.
Et lui, ça plafonne à 4, donc il peut pas aller là. Et ça, c'est un défaut. On verra à quoi ça correspond. Ok, ensuite nous avons Aren Conway. En fait, c'est pas une rigolote. Non, 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 non. C'est pas une rigolote, Aren Conway. Alors ça doit être compliqué pour elle parce qu'elle a carrément le visage très marqué. Vampire. Regardez. Alors autant Thomas pourrait plus facilement se faire passer pour un humain, autant Aren, ça va être très très compliqué. Elle est vénère, hein. Alors elle, c'est le camp Gangrel. Aren Conway est née et a grandi à Kanawake, au sud de Montréal. Têtue et ne voulant reculer devant aucun défi, Aren s'est attirée, en grandissant, plus d'ennuis que ce dont elle peut se souvenir. Grâce à sa mère, elle a acquis un profond respect pour les traditions Mohawk. Au début de sa vingtaine, la crise d'Oka a commencé et Aren était en première ligne pour défendre la terre et les gens avec qui elle avait grandi. Lorsque l'armée a forcé la bande à abandonner ses barricades, Aren est rentrée chez elle, vaincue. Au lieu d'un foyer chaleureux et plein de vie, elle a découvert que sa maison avait été cambriolée. À l'intérieur se trouvait un homme tenant le corps sans vie de son frère. L'homme était vêtu d'un uniforme de l'armée canadienne. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Aren s'est jetée sur lui, déterminée à le faire payer pour ce qu'il avait fait là, dans cette maison, et pour tout ce qu'il représentait. Le soldat s'est avéré plus qu'humain et supérieur à ce qu'Aren pouvait affronter. Malgré tout, elle se défendit bec et ongle jusqu'au bout et sa détermination farouche est peut-être ce qui l'a sauvée. À son insu, son combat était observé par un certain Yuma Mackenzie, un vampire gangrel. Jusqu'à cette nuit, Aren se demande pourquoi cet homme espionnait sa maison, mais elle est néanmoins reconnaissante pour son étreinte. Aren incarne tout ce que les gangrels aspirent à être. Elle est féroce, audacieuse et forte. Dotée d'une résistance surnaturelle et de griffes redoutables, Aren a pris à cœur la devise de son clan. Dans le monde des vampires, seuls les forts survivent et Aren est déterminée à l'être. Elle ne reculera devant rien pour trouver l'assassin de son frère. Donc Aren a un but. Trouver l'assassin de son frère. Alors que Thomas, lui, n'a pas... Enfin, il ne nous a pas été présenté un but pour lui. Alors Aren, discipline, protéisme, bestial. Les disciplines... Ah oui, alors c'est ça. Discipline. Ouais, c'est ça. Donc on va trouver des choses là-dedans. Ah, c'est le symbole du loup pour les gangrels. Protéisme bestial. Est-ce qu'on a ça? Pas du tout. Ah si, protéisme féral. Bon, je ne vois pas de protéisme bestial. Ah, petit errata peut-être. Je vous montre ici, là, à la place de protéisme féral, ce serait peut-être protéisme bestial, ou l'inverse, hein. C'est dans le livre de règles où il est censé être marqué féral au lieu de bestial. Et j'ai bien pris le symbole du loup du clan Gangrel. Bon, si c'est un errata, ça c'est pas bien méchant.
Elle a force d'âme et animalisme. Ok. Force d'âme et animalisme. D'accord, d'accord, d'accord. Elle a un défaut bestial, moins 1 dé au test de mental. Pour chaque 2 points de soif, arrondi au plus bas. Pénalité maximum de 2 dés. Donc à chaque fois qu'elle va cumuler 2 points de soif, elle a moins 1 dé au test de mental. Et Miss Tinguette, en mental, t'es comment? C'est quoi ton nom? C'est Arène. Est-ce que je vais le trouver facilement? C'est mal barré. Arène. En mental, elle a combien, elle? C'est comment? Mental. Elle a 2? Ouais, d'accord. Donc si elle a 2 de base et qu'elle jette moins 2 dés par tranche de 2 points de soif, il va y avoir une petite gestion à faire quand même. Ok, on va passer au clan malcavien avec Harold de Beaulieu. Alors, Harold de Beaulieu, c'est celui qui avait une posture bizarre, là, qui se tient la tête. On va peut-être savoir pourquoi il se tient la tête, le monsieur. Tiens, il est là. Donc on a dit, c'est le clan malcavien, Harold de Beaulieu. Harold est un psychologue dont les passions incluent la logique et l'esprit humain. En grandissant, il s'est renfermé sur lui-même et a trouvé du réconfort dans les casse-têtes et les films néo-noirs des années 40. Sa vie était plutôt ordinaire jusqu'à son étreinte. Choisi pour devenir un fils de Malcave, son sens de l'analyse fait de lui un grand enquêteur. L'étreinte a exacerbé son anxiété déjà gênante, mais lui a conféré une perspicacité hors de portée des humains. Que ce soit par le biais de vision ou de son incroyable capacité de déduction, Harold est extrêmement à l'écoute de son environnement et des émotions des autres. La communauté des descendants de Montréal regarde souvent Harold de haut, le percevant comme un vampire fragile à un mot près de devenir une épave. Cela est dû en partie à son héritage malcavien, clan dont beaucoup de descendants considèrent encore les membres comme mentalement instables. À leur insu, les compétences et les pouvoirs vampiriques d'Harold lui donnent un avantage sur les autres membres de la Camarilla. Avec peu d'efforts, il peut discerner les véritables motivations derrière les actes des descendants, et il a toujours une longueur d'avance. Bien sûr, personne ne le sait, pas même son sire, Lydia. Dans la Camarilla, il est toujours préférable de garder ses cartes pour soi et de ne les utiliser que lorsque c'est le plus efficace. C'est pour ça qu'il a cette posture, c'est qu'en fait il est très très mal à l'aise. J'avais dit hier, il est crispé, il a la main effectivement qui lacère sa cuisse gauche. Donc, Arène, on a dit, c'est vraiment orienté combat. Thomas, c'est une orientation plutôt sur le dialogue, alors que Harold, on est dans l'investigation, dans l'enquête. Donc comme il le disait, quand on forme un groupe pour jouer à 4 ou si on joue solo avec 4 personnages, enfin peu importe la composition, attention à essayer de faire des mix de persos qui vont avoir des compétences plutôt complémentaires. Alors, les disciplines pour Harold, c'est la domination, l'aliénation, l'ospex et l'occultation. On verra. Son défaut, anxiété. Il a moins 1 dé au test social pour chaque 2 points de soif en arrondissant au plus bas et une pénalité maximale de 2 dés. Donc, on a dit que Arène, elle avait une pénalité sur les tests de mental et lui, c'est sur les tests social. Et à chaque fois, on retrouve les moins 1 dé par paire. Donc ça, faut y penser.
Ça peut faire partie des petits mémos à se noter pour, en cours de jeu, se dire, ah là là, attention, si j'ai 2 là, moins 1 dé. Suivant. Nosferatu pour le clan, et c'est Luciana Ricci. Luciana Ricci. Alors, elle, on va carrément oublier, et c'est pire que Arène, on va carrément oublier une éventuelle facilité pour parler aux humains que nous sommes, parce que elle est comme ça, Luciana. Donc c'est un petit peu compliqué d'un point de vue social. Donc elle fait partie du clan Nosferatu. Chanteuse d'opéra renommée pendant la révolution culturelle des années 60, Luciana était sur le point de devenir la voix du renouveau artistique de sa génération. En rentrant chez elle, après une représentation particulièrement triomphante, elle a entendu les supplications d'un mendiant caché dans un sombre recoin à proximité. Elle a décidé d'ignorer ses appels, mais la silhouette sombre la suivait, sans relâche et persistante. Épuisée par la nature dégoûtante de cette ville et de ses habitants, Luciana a affronté l'homme, se montrant cruelle et pleine de vitriol. L'ironie dans le châtiment a toujours été un vice de son sire. Ses crocs se sont enfoncés dans son cou, la faisant rejoindre la laideur qu'elle méprisait tant dans la ville. La malédiction des Nosferatu lui avait pris sa beauté et sa voix. Pourtant, tenace et déterminée, Luciana s'est adaptée et a fini par s'épanouir dans sa nouvelle existence, bien que les miroirs soient à jamais un rappel douloureux de ce qu'elle est devenue. Fuyant la brutalité du Montréal sabbatique de cette époque, elle a trouvé un nouveau but parmi la Camarilla en tant qu'informatrice derrière les lignes ennemies. Son passé choyé a été remplacé par une existence solitaire dans les coins abandonnés des égouts. Sa maîtrise du système de métro naissant et sa connaissance inégalée des souterrains de Montréal en pleine expansion l'a protégée du soleil, du sabbat et des citoyens naïfs qui resteraient bouche bée devant son visage hideux. Cachée pendant la nuit des cendres, elle a été soulagée de voir une présence croissante de la Camarilla dans sa ville. En gardant un œil ouvert pour trouver des survivants du sabbat, elle a été choquée de découvrir un prêtre de la secte déchue rôdant dans ses égouts, et encore plus quand il s'est jeté sur elle sauvagement. Bon, alors elle est axée quoi, Miss Tinguette, là? Informatrice. Donc on est plus sur pas de relation comme notre ami Harold. On va être plus axé avec Thomas en fait. Hein. Ces disciplines, occultation, puissance, animalisme. Un défaut, elle a une présence hideuse. Vous devez prendre la carte discipline d'occultation niveau 1, masque aux 1000 visages. Alors, vous devez prendre la carte discipline d'occultation. Comment on voit les cartes discipline d'occultation? Ah bah c'est peut-être par rapport à son clan. Donc on a dit c'est Nosferatu. Ok. Donc c'est ça. Occultation niveau 1. Ah, masque aux 1000 visages. Occultation niveau 1. Ouais, c'est ça. Transformez-vous en un calice fade pour éviter les soupçons. Obligatoire afin de participer à une séquence de dialogue. C'est une compétence active. On a un mot-clé là. L'effet se termine à la fin de la séquence. D'accord, donc ça lui permet de mettre de revêtir un masque en fait pour s'adresser à quelqu'un.
Donc oui, on est plus dans l'interaction avec... oui, lui c'est investigation. Et là, interaction avec les PNJ. Ça veut dire que si elle ne met pas son masque, je suppose qu'on ne peut pas faire une interaction avec un personnage non joueur humain. Sinon, il va tomber dans les pommes, le pauvre. Eh ben, elle a une histoire qui est assez sympa, le fait d'avoir... elle détestait la laideur. Elle se retrouve dégueulasse. Euh, elle... Ah oui, alors, elle, j'aime bien, là, Arène. Pour l'instant, sur les 4 premiers, c'est plutôt les filles qui remportent, hein, en termes d'histoire et d'immersion. Ensuite, eh bien, encore une fille qui appartient au clan Toreador. Alors, Toreador, c'est Nico Miller, une jeunette. Nico, tu es où? Tu es là. Voilà sa figurine. Donc, encore une fois, ça va être très simple à peindre. Elle est sympa, hein? Sympa, sympa. Alors, Nico, du clan Toréador. Elle était destinée à être une Toréador. De son vivant, elle était une artiste talentueuse, spécialisée dans la peinture et la sculpture. Elle vivait de son art, mais n'était pas particulièrement célèbre et pouvait à peine se permettre l'essentiel. Son ami proche, Philippe Charest, avait confié à Nico la vérité sur sa nature vampirique. Après l'avoir appris, Nico a supplié Philippe de l'étreindre pendant des années. Elle voulait découvrir comment la condition de vampire modifierait son art et quel genre de perspective l'immortalité lui offrirait. Hésitant au début, Philippe a fait patienter Nico pour qu'ils puissent tous deux réfléchir à leur décision. Il finit par céder et l'étreinte d'une nuit lors d'une fête rétro. Nico a l'œil pour la beauté, mais elle ne partage pas la superficialité et la vanité si communes chez les toréadors. Dotée d'un esprit vif et d'un bon cœur, ainsi que d'une grande loyauté envers ceux qu'elle aime, Nico est restée en bons termes avec ses amis mortels, même après l'étreinte. La récente disparition de Philippe et d'autres connaissances vampires l'ont profondément affectée et elle s'efforce de rendre justice à ses associés et de découvrir qui est responsable de toute cette affaire. Ce qui voudrait dire que... Déjà, son histoire est sympa, mais ça voudrait dire qu'elle est aussi comme Harold, plutôt dans l'enquête. En discipline, elle a présence, auspex et célérité. Par contre, son défaut, une sensibilité esthétique. Sur les tuiles qui sont identifiées comme telles, donc les tuiles terrain de jeu, Nico est inconfortable et subit une pénalité expliquée dans la section mise en place de l'introduction du chapitre du livre d'histoire. Sur les tuiles qui sont identifiées comme telles. Ah! Qui sont identifiées comme telles, comme ça, avec un symbole lié à la sensibilité esthétique. -1. Ah ouais, d'accord, c'est le clan Toréador, c'est une rose. Donc, on doit trouver des tuiles sur lesquelles apparaît un -1 rose. C'est bien ça, le Beans? Ça n'a pas l'air du tout ça. J'ai bon, hein. Ah ouais, alors, par contre, on avait des jetons modificateurs de terrain. C'est peut-être là-dedans qu'on va les trouver. Je dis bien peut-être. On verra. On verra comment ça se passe. De toute façon, c'est indiqué dans les sections de mise en place, hein. Ok, bon bah encore une fois, l'histoire sympa, un peu moins que les deux, que Luciana et Arène, mais son histoire reste sympa.
Après, j'appelle du clan Tréméré Jade-Lynn Duplessis. Alors, Jade-Lynn, normalement, au premier jet comme ça, au déballage, c'était ma perso préférée. Elle est là. Jade-Lynn. Et vous savez pourquoi? Elle me fait penser à Minty Fan, si vous connaissez les demeures de l'épouvante. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle par rapport à la structure et à la projection que j'ai des éventuelles histoires que ça va raconter. Un demeure de l'épouvante vampirique. Alors si c'est ça, c'est top. Vraiment top. Et ça va beaucoup plaire à Madame Von Moriarty. Jade. Jade, mon petit. Donc le clan Tréméré. Jade-Lynn Duplessis est une jeune femme d'origine chinoise et québécoise. De son vivant, elle était une brillante étudiante en médecine à l'université McGill, bien partie pour obtenir sa maîtrise. Jade s'était spécialisée en microbiologie, plus précisément en hématologie et en troubles sanguins. Ses recherches l'avaient amenée à prendre la parole au congrès annuel d'hématologie d'Atlanta, en Géorgie. En raison de son ambition et de sa personnalité studieuse, elle a été courtisée par les clans Ventru et Tréméré de Montréal. Les Tréméré ont été les premiers à la recruter, profitant de sa soif de connaissances pour la pousser vers la sorcellerie du sang. La chanterie de Montréal, car c'est ainsi que se surnomment les Tréméré locaux, ne peut être plus heureuse de compter Jade parmi ses membres. Elle a adopté la magie du sang comme un poisson dans l'eau, donnant raison à la congrégation de Montréal dans le choix de sa recrue. Grâce à ses connaissances en hématologie, combinées à ses nouvelles connaissances sur la résonance sanguine, Jeanne a commencé à étudier le lien entre les pouvoirs vampiriques et l'état émotionnel de leur proie. Caleb, le shérif de Montréal, s'est également intéressé à Jade et fait souvent appel à elle pour traiter des affaires importantes où les traditions ont été brisées. Son ambition s'avérera précieuse pour la coterie et la ville. Donc c'est la première réelle magicienne déclarée du groupe. Alors, est-ce que c'est une magie de combat? Je suppose que oui, ou une magie qui va permettre de triturer le cerveau des humains et peut-être même des vampires. Est-ce qu'elle est dans le contrôle ou dans le tabassage? Je vais la mettre... on va créer une nouvelle section finalement. On n'a pas de magie encore. Tous ont des pouvoirs certes, mais là c'est vraiment un appel à la magie. Alors, en discipline, Jade possède la sorcellerie du sang, la thaumaturgie, Auspex, et en discipline de domination, le contrôle. Ah bah, le contrôle psychique, mental. Par contre, elle a un défaut, Jade. Le sang de l'usurpateur. Elle est incapable d'exécuter puissance du sang. Voir page 36. Bon, ils ont tous des défauts. J'ai pas l'impression, mais alors là, j'en sais foutrement rien. J'ai pas l'impression que ce sont de gros défauts qui vont donner de grosses pénalités. Mais ça, je le verrai avec les premières mécaniques de jeu. Il ne nous reste plus que 2 personnages. Samuel Armstrong. Alors lui, j'aime bien son look. Bonjour, monsieur Armstrong. Pourquoi est-ce qu'il a une main tendue? Est-ce qu'il contrôle aussi mentalement des choses? Ah, ou un pouvoir télékinétique. Ce serait peut-être sympa, ça. Donc, monsieur Samuel. Alors lui, il fait partie du clan Ventru. Très bizarre comme nom de clan. Samuel Armstrong est un descendant direct du prince de Vancouver. Avant d'être transformé en vampire, il était un riche avocat, un emploi qu'il a conservé comme couverture même après l'étreinte. Comme couverture. C'est mal dit, il y a 2 fois comme couverture. Coquille, errata.
Voyant en Montréal un moyen d'accroître sa notoriété, Samuel s'est porté volontaire pour déménager de Vancouver à Montréal afin d'agir comme médiateur à la cour de Martin Hilker. Au cours des années qu'il a passées en ville, Samuel a appris à son grand désarroi à quel point le prince gère mal son domaine. Ne voulant pas être associé à Hilkers, aux yeux des descendants locaux, Samuel a commencé à montrer à la communauté comment un vrai ventru doit se comporter. Cela l'a conduit à prendre une part plus active dans les problèmes issus de la mauvaise gestion de Hilkers. Et il passe maintenant ses nuits à étreindre les feux métaphoriques qui brûlent à travers Montréal. Il passe maintenant ses nuits à éteindre, pas à étreindre, ah oui, bah oui, à éteindre les feux métaphoriques qui brûlent à travers Montréal. Ces efforts inlassables ont fait de Samuel la personne à voir lorsqu'un problème survient, parfois même avant qu'un Élysium ne soit convoqué. Il sait qu'il s'aventure sur un terrain dangereux, mais pour Samuel, la réputation de toute sa lignée est en jeu, et il ne restera pas les bras croisés pendant qu'un arriviste incompétent la ruine. Grâce à sa diplomatie et à ses qualités naturelles de leader, même les anards sont obligés d'admettre que Samuel n'est pas comme les autres ventrus ici. On est dans la négociation. Négociation, investigation, combat, magie. Je pense que je me plante. 3 en négociation, ça me paraît être un petit peu beaucoup. Enfin, peut-être. Ses disciplines, il a la présence, la domination contrôle et la force d'âme. Et son défaut, c'est qu'il est exigeant. Il ne peut pas réduire sa soif en se nourrissant d'un animal. D'accord. Oui, bah, faut que je boive. Vous voyez, ça me tombe dessus, là. Ok, donc en fait, on peut réduire sa soif quand on a le compteur de sang qui commence à être un petit peu trop élevé en mordant un humain ou un animal, sauf que lui ne peut pas mordre d'animaux. Bah, très bien, on fera autrement. Alors après, on a le dernier, c'est Gabe Tremblay. Alors Gabe Tremblay, ce qui m'étonnait, c'était que on dirait que ce sont 2 jumeaux. Et là, ils nous mettent un petit paragraphe. Ah, recommandé pour des joueurs expérimentés. Il existe aussi des vampires sans clan. On les appelle les caïtifs. Abandonnés après l'étreinte, ils sont livrés à eux-mêmes. N'ayant pas de clan, ils sont comme une page blanche. À vous de vous l'approprier. D'accord, c'est un personnage vraiment spécifique et on crée ce qu'on veut. Gabriel est un caïtif, ce qui signifie qu'il n'a pas de clan propre, ni les caractéristiques associées à un clan. Comme si cela ne suffisait pas, il est amnésique et ne peut se rappeler la moindre chose de son passé. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été étreint à l'époque où le sabbat était au pouvoir. Normalement, les caïtifs sont méprisés et regardés avec pitié, voire carrément rejetés par les autres descendants. En raison de son apparence et de son attitude blasée, il a été recueilli par Betty, la harpie toréador. Heureusement ou malheureusement pour Gabriel, Betty semble au courant de tout et de tous, ce qui signifie aussi qu'elle ne se tait jamais. Néanmoins, Gabriel l'utilise pour sa propre protection et pour naviguer dans la société des descendants dans l'espoir de découvrir son passé. Je vois qu'il y a une note en bas sur sa fiche. Alors, son perso est là. À son perso, sa figurine. Donc lui, clairement, il a un couteau.
Donc je vais l'orienter plutôt combat. Alors, bien que Gabe Tremblay soit présenté comme un homme tout au long de la campagne pour des raisons narratives, le joueur peut choisir de faire de son personnage chétif un homme ou une femme. Il peut ainsi se faire passer pour le jumeau Tremblay qu'il souhaite et le personnaliser. Voilà, c'est bien ça. Bah, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con, c'est malin. Donc s'il manque un perso peut-être un peu punchy, eh ben, on fait appel à Gabe. Alors, en discipline, choisissez votre propre ensemble de 3 disciplines sans restriction. Par contre, son défaut, c'est qu'il ou elle est sans lignée. Le coût en points d'expérience des disciplines est plus élevé. x6 au lieu de x5. Le coût en XP. Donc ça doit avoir un sacré impact sur la progression du personnage quand même. Mais, à côté de ça, je sais ça sonne. Mais laissons sonner. 15 heures, tout va bien. À côté de ça, on a le choix de choisir des disciplines comme bon nous semble. Et ben voilà, on vient de faire connaissance avec nos 6 personnages disponibles. Alors là, on a des petites cartes. Pour l'instant, on ne nous a pas demandé de les prendre, mais en même temps, c'est normal puisque on n'est pas encore dans les mises en place. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, on est bon. On est bon, on est bon. On verra. Après, créez votre propre personnage. Ah bah oui, le ou la caïtif. Alors que chaque personnage jouable a un passé, une histoire, une personnalité et une feuille de personnage prédéfinie, Gabe est un caïtif. Il ou elle n'a pas de clan et est comme une page blanche, à vous de vous l'approprier. Dans le monde des ténèbres, les caïtifs sont souvent perçus comme des descendants de classes inférieures. Cette condition leur confère cependant une certaine liberté. Le caïtif offre aux joueurs la possibilité de créer une feuille de personnage à partir de 0. Donc distribuez les points suivants comme bon vous semble. Un attribut à 3 et 2 attributs à 2. 60 points d'expérience à dépenser sur des compétences en respectant les restrictions sur les attributs compétences. Et 2 disciplines de niveau 1, n'importe quelle combinaison. Il ou elle aura un marqueur de dégâts, attribut physique x2, marqueur de volonté, attribut social, attribut mental, un niveau d'humanité de 7. Alors c'est pas sur les plaquettes là, le niveau d'humanité, c'est sur les feuilles de perso. Pas du tout. Où est-ce que j'ai vu ça? Dégâts, volonté, niveau d'humanité. Je ne sais pas, à voir. Il faudra en savoir un peu plus. Main active, attribut physique et un attribut mental. Avec une remarque, vous devez dépenser la totalité des 60 points d'expérience lors de la création du caïtif. Je pense que c'est pour que ce soit vraiment équilibré par rapport aux autres personnages. Alors après, on nous parle des 4 clans additionnels. Donc, Aaron Wissal, Aurora Rossellini, Edouard Harvey ou bien Melissa Santos. Alors, on va pas les voir pour l'instant parce que ça, comme ils le disent, hein, ça fait partie des extensions, pack extensions comme ils l'appellent. Le monde des ténèbres est composé de nombreux clans de vampires, certains d'entre eux sont rares et dispersés. Vampire la Mascarade Chapters offre la possibilité d'incarner 4 de ces clans moins connus. Chaque pack d'extension est vendu séparément. C'est bien ça. Parfait. Alors après, je vais stopper là. Ça fait 1h40 hein, quand même déjà.
Je vais stopper là et puis la prochaine fois, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet avec le détail des cartes personnages, les marqueurs, volonté, dégâts, la soif, voir comment ça fonctionne, les feuilles de personnages elles-mêmes, avec toutes les compétences, hein, physiques, mentales, sociales. On aura le détail pour la finalisation du perso. Bon, petite mise au point s'il te plaît, sinon c'est dégueulasse. Si je me mets là. Voilà, merci. On aura la finalisation de nos personnages, avec notamment les cartes humanité, là, ce sont les cartes rouge-verte, les decks de combat, les pouvoirs de discipline, les restrictions, et puis après ce sera la mise en place. On ira tranquillement. Bon, sur la première phase de découverte, là, je dis que c'est bien. Franchement, c'est bien, c'est même du bien plus. Le rappel de tous les clans, que c'est la guéguerre entre eux, qu'ils en ont chié à Montréal parce qu'il y a une très grosse épuration. Qu'il va falloir faire très attention aux différents humains, entre les chasseurs de vampires et puis les autres qui sont dans la chasse. C'est matière forcément à avoir des intrigues pas forcément que axées sur le combat. Et j'espère que de ce point de vue-là, ils auront fait quelque chose de vraiment très poussé et surtout de très intéressant. Immersif pour qu'on soit happé dans l'histoire. Ok, eh bien on va s'arrêter là. J'espère que ce format continue de vous convenir, de vous plaire. Ça peut vous permettre aussi de vous projeter sur éventuellement l'achat ou pas. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Je vous rappelle que c'est comment déjà, Flyos, pas Flyer, mais Flyos. Flyos a créé, enfin est en train de développer aussi un jeu sur la licence, enfin pas la licence, mais sur Werewolf, donc la même chose mais côté loup-garou, et que je garde en tête que si celui-ci est vraiment top, de mon point de vue, hein, attention, y a toujours matière à aller acheter Werewolf, d'autant plus maintenant que je sais qu'il y a, on a dit que c'était qui? Ah, j'ai bouffé le nom. La boutique de... Eh ben, je vous le redirai pas. Faut que je revoie le début de la vidéo pour m'en souvenir. On peut acheter en boutique sur le site les jeux, donc pas forcément besoin de faire le Kickstarter. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Allez, je remets la main sur la souris pour me préparer à arrêter cet enregistrement. Et je vous dis à très vite pour que l'on continue de voir ce qu'a à nous offrir Vampire la Mascarade Chapters. Salut, salut.